Bonsoir à tous. À la une de ce journal, forte angoisse des populations d'une partie du sud du pays après les fortes précipitations tombées hier sur Ziguinchor. Des quartiers comme Koloban passent totalement envahis par les eaux, offrant des corps pitoyables. Les populations livrées à elles-mêmes attendent miraculeusement l'aide des autorités pour s'extirper des eaux de pluie qui n'ont pas épargné le nord du pays, où plusieurs quartiers sont restés inondés. Des syndicats d'enseignants s'opposent à l'attribution des premières classes de l'élémentaire du CI au C1 au maître titulaire du CAP. Il qualifie cet arrêté ministériel d'abus de pouvoir. Aucune concertation n'a eu lieu avec les acteurs de l'éducation à la base. Toujours éducation, les syndicats membres du G20 annoncent une série d'actions d'envergure pour sauvegarder la dignité des enseignants frustrés qui se disent victimes d'abus, de mépris et d'injustice face au système de rémunération disparate, le gel du prêt DMC et les questions de retraite entre autres. Et puis cette pandémie de Covid-19 au Sénégal qui n'a toujours pas dit son dernier mot. 108 nouvelles contaminations ont été notifiées ce jeudi avec 49 cas communautaires, de décès enregistrés en 24 heures et 43 patients en réanimation. L'on va également s'intéresser aux préparatifs de la Tamkharit à 2 jours de l'événement. Au Mali, l'ancien président Ibeka a été libéré par la junte qu'il avait renversée il y a une semaine. Il se trouve désormais chez lui à Bamako. Info Echo complète cette édition mise en onde par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons de cette mesure du ministre de l'Éducation nationale qui consiste à confier désormais les premières classes de l'élémentaire CICP et C1 qu'aux enseignants titulaires du CAP. À Thiès, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS originel, s'oppose à cette mesure discriminatoire. Selon Amadou Mbaye, secrétaire général du CELS originel, ces propos sont recueillis par Babacar Ndaw. Notre sortie d'aujourd'hui, c'est par rapport à la décision du ministre de l'Éducation nationale d'octroyer les classes de CI, CP, C1 aux enseignants détenteurs du CAP. C'est une décision que nous récusons. Nous pensons que le ministre ne s'est pas concerté avec les acteurs de l'éducation, tels que les inspecteurs de l'éducation au niveau de la base, au niveau des IA et des IF. Aussi avec les acteurs, les partenaires de l'école, tels que les syndicats d'enseignants. C'est pourquoi nous récusons cette décision que nous jugeons inappropriée, inadaptée, qui est à la limite même un abus de pouvoir. Parce que les écoles ne fonctionnent pas en termes de diplôme. Les agents tiennent des classes en relation avec les compétences qu'ils ont. Donc, qu'ils laissent les directeurs choisir par rapport au profil des enseignants qui sont dans les établissements. Figurez-vous qu'une école où personne n'a le CAP, comment allons-nous gérer cette école? Que les gens arrêtent de jouer avec ce système. S'ils veulent relever le défi, comme il l'a dit, le défi de l'équité, le défi de l'égalité, des chances, qu'on revoie les programmes. Il faut diminuer les programmes pendant 5 ans. C'est la proposition que nous donnons en tant que syndicat. Réduire le programme, réduire les effectifs dans les classes, mettre les enseignants dans les conditions de performance pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à cette maladie qui s'est manifestement installée et qui n'est pas prêt à sortir du pays. Donc il nous faut relever les défis. Après Thiès, le CELS authentique de Diourbel se désole de l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale de confier les classes de C1, CP et CI, CP et C1 aux enseignants titulaires de CAP. Mamadou Sarr de la section locale de CELS authentique, interrogé par Adam Ndiaye. Voilà, donc c'est avec beaucoup de surprises, beaucoup de surprises, de désolation et d'amertume même que nous avons pris connaissance d'un arrêté ministériel de Mamadou Talla qui demande à ce que, pour ce qui est de la répartition des classes au niveau de l'élémentaire, que les enseignants quand même titulaires de CAP doivent détenir les premières classes du CI au C1. Nous avons pensé que c'est une décision quand même qui est impertinente, inappropriée quand même, et qui ne favorise pas, comme ils le disent, il ne favorise pas un enseignement de qualité. Moi, je pense que s'il va falloir prendre des décisions, il va falloir les prendre avec les acteurs du milieu. Moi, je pense que pour ce qui est de la distribution des classes, il n'y a pas plus approprié que le directeur d'école entouré de son équipe pédagogique qui connaît mieux que quiconque, en tout cas les enseignants qui exercent au niveau de son établissement. Moi, je pense que si le ministre maintenant se permet de s'immiscer, n'est-ce pas, dans le choix, la distribution de ces classes-là, ça pose problème. Au moment où on l'attendait à travers des décisions macro pour la gestion de ce ministère-là.
Donc c'est une décision qui va en tout cas créer des problèmes. Un manque de confiance va s'installer au niveau de nos établissements. Il y aura une différenciation au niveau des enseignants et cela quand même peut poser problème. Nous demandons à ce ministre Mamadou Talla de retirer immédiatement, n'est-ce pas, cet arrêté qui n'est pas du tout approprié, qui ne favorise pas un enseignement de qualité, mais plutôt va créer des problèmes au niveau de nos établissements. Je pense que nous demandons au président de la République également de respecter les enseignants. S'ils ne nous respectent pas, au moins qu'ils essayent en tout cas d'accorder du crédit à ce système éducatif en mettant quand même des gens qui seront à la hauteur, des gens quand même qui seront aptes à gérer ce ministère-là. Mais nous sommes en tout cas habitués, n'est-ce pas, à ces prises de décision inappropriées. Nous sommes habitués à ce tâtonnement, à ces tergiversations de notre cher Mamadou Talla. Nous lui demandons d'abord de corriger et s'il persiste également, nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités par rapport à cette décision qui ne favorise pas du tout un enseignement de qualité comme il le prétend. Mais sera plutôt des mesures quand même qui vont créer des problèmes au niveau de nos établissements. Parlons toujours éducation avec les syndicats membres du G20. Ils reprennent du service et comptent organiser un sitting au ministère de la fonction publique dans les prochains jours. D'autres actions importantes se tiendront. Ces syndicalistes dénoncent le mépris, les injustices et les discriminations dont les enseignants sont l'objet et exigent entre autres la fin des lenteurs dans la production des actes par la fonction publique. Mamadou Tamba, le coordonnateur national du G20, est avec Ndeye Mariam Ndiaye. Bon, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'abord de prendre toutes nos responsabilités et de porter le combat des enseignants qui sont aujourd'hui dans le désarroi et le désenchantement. Donc, pour ce faire, nous allons en prélude d'action ultérieure à mener, nous allons vers également un sitting, dans un premier temps, un sitting donc à la fonction publique dans les 10 prochains jours. Pour maintenant enchaîner avec d'autres types d'actions de plus en plus importantes pour quand même mettre un terme, n'est-ce pas, définitif à ce calvaire et à cette injustice que vivent également les enseignants. Donc, c'est-à-dire que pour la fin des lenteurs dans la production des actes par la fonction publique, la fin des surimpositions des rappels et des salaires par les ministères des Finances et du Budget, la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974, mais l'ouverture de négociations inclusives et sérieuses sur le système de rémunération des gens de la fonction publique, mais également sur la retraite à 65 ans. Réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La conférence de presse conjointe initialement prévue ce jeudi a été reportée à une date ultérieure. Le recteur de l'UCAD et le directeur du COUD devaient se prononcer exclusivement sur les plans et protocoles qui seront déroulés pour la reprise des enseignants ainsi qu'en cette période de pandémie de Covid-19. À Ziguinchor, reprise des cours le 1er septembre pour l'UFR de sciences de la santé et le 5 octobre pour les autres facultés. Les établissements privés d'enseignement supérieur sont fin prêts pour la reprise des cours le 1er septembre prochain. Assurance du porte-parole du CUDOPES, Daour Diop, indique que toutes les dispositions sont prises pour le respect des gestes et mesures barrières de lutte contre la Covid-19. On l'écoute avec Rapsa Elimanouane. Bon, à notre niveau, le problème ne se pose pas, parce que pour rappel, donc je dirais que déjà au mois de juin, toutes les écoles privées d'enseignement supérieur qui ont des étudiants qu'ils doivent présenter aux examens d'État, BTS, infirmiers d'État, avaient repris les cours en présentiel. Donc ce sera une suite logique de ce qui a été fait depuis le mois de juin, naturellement au niveau de nos établissements respectifs. Donc les mesures sont prises pour que ceux qui doivent reprendre en présentiel et surtout faire les examens soient dans les meilleures conditions sanitaires et autres. Le dispositif, c'est pratiquement le même un peu partout. Donc c'est le protocole sanitaire qu'il faut respecter, donc en termes de mesures barrières et autres. C'est tout simplement ça. Autant que faire se peut, nous allons respecter la distanciation. Maintenant, au cas où on ne pourrait pas, je crois que déjà des mesures seront prises pour que surtout les cours magistraux puissent continuer à distance. Et le mois venu, donc pour faire les examens, on prendra les dispositions pour éclater donc les classes qui ne pourraient pas respecter les mesures barrières et faire en sorte que ces mesures-là soient respectées au moment de faire les examens. Sud FM. Il a beaucoup plu hier à Ziguinchor, de fortes pluies qui ont installé le désarroi chez certaines populations, comme à Colobane Fass, un quartier de la commune où les populations attendent désespérément de l'aide pour s'extirper des eaux. Des habitants qui craignent surtout pour leur santé. Ignace Dey a fait un tour dans ce quartier sous les eaux. Reportage.
Difficile aujourd'hui d'être un habitant du quartier Koloban Fass. Les fortes pluies tombées hier sur Ziguinchor sont venues exacerber le désarroi et l'inquiétude des populations de ce quartier de la commune de Ziguinchor sous les eaux depuis le début de l'hivernage. Et le cri de cœur des habitants de ce quartier réceptacle des eaux de pluie de la zone est vraiment pathétique. C'est les pieds dans l'eau que le vieux Ansoumana Mansali décrit la situation. Vous avez vu comment nous vivons ici, regardez-moi l'eau là. Est-ce qu'on humain peut vivre comme dans cette situation-là? On dirait que nous sommes faibles, nous ne faisons pas partie de la commune. On dirait que nous sommes faibles, on ne fait pas partie du Sénégal. Mais regardez-moi ça, regardez-moi, vous avez vu ça avec votre propre yeux? Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre comme ça? Pendant combien d'années? Mais cette année, c'est plus pur, vous avez vu. C'est comme ça que nous allons rester jusqu'au mois de janvier. L'eau là ne bouge pas. Les gens mangent sur leur lit. Quand on cuisine, il faut aller déplacer. Au moins, tu te déplaces. Tu n'oses pas cuisiner chez toi. Tu ne pourras pas. Un calvaire que vivent ainsi ces populations de Koloban Fass, les pieds dans l'eau, qui craignent surtout pour leur santé. Les enfants sont tous malades, déplore le notable. Regarde-moi, Ignace, regarde-moi ça. Ça veut dire que comme ça, vous ne dormez pas? Comment on peut dormir? Dans l'eau. Comment on peut dormir dans l'eau? C'est pas possible. Nous, on pense même pas on a pris de l'âge. Mais les enfants de rien du tout. Tous nos enfants là sont malades. Raison pour laquelle toutes les femmes sont parties. Ils ont amené leurs enfants à l'hôpital. Comme cette dame qui revenait juste d'ailleurs de l'hôpital. Des eaux de pluie dans le quartier Koloban Fass, les populations craignent sérieusement pour leur santé, mais surtout pour la santé des enfants, avec les moustiques un peu partout. À la question de savoir s'ils ont avisé les autorités sur une telle situation, la réponse est on ne peut plus claire. Quand je parle, il croit que je le critique. Non, je ne le critique pas. C'est mon cousin. Là, mon seul problème, c'est que je reproche à Baldé. Pourquoi ne pas descendre lui-même, venir de lui-même pour venir voir? En attendant, ces populations de Koloban Fass, les pieds dans l'eau, attendent désespérément l'aide des autorités pour s'extirper des eaux de pluie qui ont créé des inondations dans le quartier. Et avec un ciel de plus en plus menaçant, l'anxiété, l'angoisse et l'inquiétude enflent chez ces populations de Koloban Fass. Quel support? Personne ne nous répond. On a beau parler, raison pour laquelle je vous ai dit de venir constater vous-même. Et vous allez continuer à vivre comme ça? On va continuer à vivre comme ça, comment faire? C'est difficile. Nous sommes là jusqu'au mois de janvier, l'eau là ne bouge pas. Tu vas dans les maisons, c'est comme ça. Ziguinchor, Ignace des Sud FM. À Saint-Louis, en plus de la circulation des automobiles et des piétons fortement affectés par les eaux de pluie de ce mercredi, les fortes précipitations n'ont pas épargné le lycée Charles de Gaulle où les épreuves physiques du BFM qui devaient se tenir ce jeudi ont été finalement délocalisées au stade Mawade Wade. Yves Tendeng. La région de Saint-Louis a été fortement arrosée ce mercredi par les eaux de pluie. Une pluie qui a complètement changé le visage de la ville tricentenaire où plusieurs quartiers sont restés inondés par les eaux. Lesquelles eaux ont également envahi la plupart des grandes artères avec beaucoup de flaques d'eau toujours visibles à tout coin de rue, rendant ainsi la circulation difficile chez les piétons obligés parfois de patauger pour pouvoir passer d'un endroit à un autre. Cette pluie a également affecté le déroulement des activités physiques des candidats au BFM, brevet de fin d'études moyen, au niveau du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis où le terrain de sport est inondé. Gambi Diagne est le chargé de communication du dit établissement. Vous savez qu'ici au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, on y organise toutes les épreuves sportives de l'académie de Saint-Louis. Donc nous sommes le lieu privilégié pour la fréquentation des autres établissements ici au lycée Charles de Gaulle. C'est la raison pour laquelle avec les fortes pluies d'hier, aujourd'hui, l'IF de Saint-Louis Commune a décidé de reporter les épreuves sportives d'évaluation au BFM au stade Mawade Wade. Ces épreuves étaient déjà préalablement prévues au lycée Charles de Gaulle. Le lycée Charles de Gaulle avait déjà pris toutes ces dispositions, mais seulement la seule donnée non encore maîtrisable était la pluviométrie, donnée normalement immaîtrisable, ce qui a fait que l'inondation du terrain de sport a fait que l'IF de Saint-Louis a pris ses responsabilités à déplacer les épreuves au stade Mawade Wade. Pour rappel, le poste du service de la météo de Saint-Louis Bango a affiché quelques 93 mm de précipitations par rapport à cette pluie d'hier. Saint-Louis, Yves Tendeng
Sud FM. 400 compteurs intelligents vont être installés à Gorée pour permettre à la population d'être plus autonome et de mieux gérer les consommateurs en électricité, une innovation que la Sénélec compte bien étendre avec des appels d'offres pouvant permettre d'atteindre 400 000 compteurs qui seront déployés au fur et à mesure partout dans le pays. Gorée a été la phase pilote de ce nouveau dispositif. La cérémonie de lancement des compteurs intelligents a eu lieu ce matin sous la présidence de Pape Mademba Bitèye et du maire de Gorée, Maître Augustin Senghor. Compte rendu Aïssatou Gueye. La clientèle n'a plus besoin de venir au niveau de son compteur pour vérifier toutes les informations relatives à sa consommation. Pour cela, il suffit juste d'utiliser son smartphone. C'est à Gorée que la Sénélec a choisi d'implanter cette innovation première dans la distribution de l'électricité. Il s'agit bien entendu des compteurs intelligents, ces nouveaux dispositifs qui seront installés dans cette petite communauté. Papa Madame Bitèye, directeur général de la Sénélec. Aujourd'hui, nous envisageons d'en installer 400 et de faire de Gorée la phase pilote de cette généralisation. Et c'est pour ça que nous avons dépêché une équipe et nous allons maintenir l'équipe qui sera là. Des compteurs qui comportent plusieurs avantages pour les clients, mais aident également la Sénélec à assurer une meilleure qualité de service à la clientèle. Et c'est encore une fois l'objet de ces compteurs intelligents qui nous permet en temps réel de savoir quelles sont les difficultés des clients, en temps réel comment améliorer la qualité de service des clients, en même temps anticiper sur les difficultés qui peuvent venir. Et c'est toute cette innovation-là que Sénélec va mettre à la disposition de sa clientèle. Un grand satisfecit pour le maire de la Petite Île, Maître Augustin Senghor. Gorée aujourd'hui se réjouit de pouvoir contribuer quelque part à placer le Sénégal de l'électricité dans le secteur et dans le domaine en tout cas des pays qui sont en avance dans ce domaine en Afrique et dans le monde. D'ailleurs, Gorée ne sera que la phase pilote du projet. La Sénélec compte généraliser ce nouveau dispositif. On a un appel d'offres qui est en cours, qui va nous permettre d'acquérir 400 000 compteurs que nous allons déployer au fur et à mesure en fonction des objectifs budgétaires qu'on s'est donnés et en même temps en fonction des objectifs commerciaux qu'on se fixe pour pouvoir atteindre l'optimum. Après les compteurs classiques Woyafal, ce nouveau joyau de la Sénélec va révolutionner, mais également faciliter la consommation en électricité pour les abonnés. Et puis parlons de la fête de Tamkharit à 2 jours de l'événement. C'est loin de l'ambiance des grands jours. Entre la crise sanitaire et le contexte économique jugé morose, certaines femmes optent pour la sobriété, mais pour d'autres, tel n'est pas le cas, nous dit Adi Fatou Bari. Ashura ou Tamkharit, cette fête qui marque le début de l'année musulmane, est caractérisée au Sénégal par la préparation puis le partage du couscous entre parents, proches et amis. Mais avec le contexte actuel marqué par le coronavirus, l'ambiance est moins festive chez ces deux dames. On le prépare sobrement et on va préparer le couscous. Ça ne sera pas une fête grandiose vu la situation, le contexte de pandémie que nous vivons actuellement. Donc on y va sobrement. Le coronavirus, une crise sanitaire au relent économique, est accusé d'être l'élément perturbateur de la vie sociale. Actuellement, les gens évitent les déplacements, donc on va juste préparer le strict minimum. On va faire le nécessaire et vraiment le strict minimum. Mais contrairement à nos jeunes dames, cette mère de famille d'un âge bien avancé, elle ne compte rien changer dans ses habitudes. Seulement, un point sur lequel toutes sont unanimes, c'est la nécessité du respect des gestes barrières pour le bien de tous. Les enfants, on ne va pas les laisser aller faire le Tadjibon cette année. Les parents qui habitent loin, à qui on avait l'habitude de donner le tiré, cette année, ça ne sera pas possible. Surtout les parents qui sont âgés, qui sont très sensibles. Fête de bienfaisance et de générosité, la Tamkharit était l'occasion parfaite pour beaucoup de raffermir les liens à travers le partage du couscous. Mais pour cette année, la sobriété sera de mise. Le coronavirus est passé par là.
Le poulet élément très prisé pour accompagner le couscous de la Tamkharit, l'interprofession avicole rassure les consommateurs, il y en aura assez sur le marché, ce malgré les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur depuis l'apparition de la Covid-19. Les précisions du président de l'interprofession avicole du Sénégal, Amadou Mokhtar Mbodj, est joint par Mame Diarra Da Silva. C'est vrai que donc la filière avicole avait été lourdement impactée par la Covid-19. L'impact c'était que comme on avait suspendu suspendre les fêtes religieuses, ainsi que donc il y avait plus les hôtels étaient fermés et c'est ce qui avait fait qu'on avait du mal à vendre nos poulets. Et là donc comme conséquence il y a eu donc beaucoup de pertes au niveau donc des acteurs de la filière avicole. Néanmoins, vous rassurez les consommateurs. Oui, vraiment donc je rassure parce que les acteurs se sont préparés comme disons donc tous les grands événements. À chaque fois, donc, ils se préparent pour la mise en place des poulets, pour mettre suffisamment de poulets sur le marché. À 18h passées de 22 minutes, nous parlons de la Covid-19 au Sénégal et en chiffres, le bilan grimpe à 13 294 contaminations après 108 nouveaux cas testés positifs ces dernières 24 heures, dont 49 issus de la transmission communautaire. 2 décès ont été enregistrés mercredi. 43 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. C'est ce que révèle Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. On l'écoute. Sur 1242 tests réalisés, 108 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,70%. Les cas positifs se répartissent comme suit: 59 cas contacts suivis par nos services et 49 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants: Kaolack 5, Ziguinchor 5, Nord Foire 3, Pikine 3, Tambacounda 3, Tivaouane 3, Fatick 2, Mbour 2, Nioro 2, Rufisque 2, Dieuppeul 1, Fass 1, Grand Dakar 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Les Maristes 1, Mbao 1, Médina 1, Ngor 1, Ouakam 1, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam 1, Sokone 1, Thiès 1, Vélingara 1, Yeumbeul 1 et Yoff 1 cas communautaire. 122 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mercredi 26 août 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 294 cas ont été déclarés positifs, dont 8 974 guéris, 277 décédés et donc 4 042 malades sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans notre service. Sud International. Les militaires au pouvoir au Mali ont annoncé ce jeudi avoir libéré le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta une semaine après l'avoir renversé. L'ancien dirigeant avait passé 7 ans à la tête de cet État en guerre contre les djihadistes et qui faisait face à une crise politique majeure. Le Comité national pour le salut du peuple mis en place par les militaires pour diriger le pays informe l'opinion publique nationale et internationale que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré et se trouve actuellement à sa résidence. C'est ce qu'a annoncé le CNSP sur Facebook. La libération annoncée du chef d'État déchu s'apparente à une manifestation de bonne volonté à l'adresse des voisins ouest-africains dont les dirigeants doivent se réunir en sommet vendredi pour décider après des premières sanctions d'augmenter ou non la pression sur la junte. Au Maroc, le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi 1221 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés durant les dernières 24 heures au Maroc, ce qui porte le total à 57 085 cas confirmés. Le nombre de décès s'établit à 1011, soit 27 nouveaux morts. Concernant les guérisons, elles se chiffrent à 41 911, soit 1315 nouvelles recensées en 24 heures. 2 personnes ont été tuées et une blessée lors de nouvelles manifestations dans la ville américaine de Kenosha. Les manifestations ont été déclenchées après que des policiers ont tiré sur Jacob Blake, un homme noir, selon les médias locaux. Les violences seraient dues à un conflit entre des manifestants et des civils armés gardant une station-service. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La
BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, la campagne agricole se déroule correctement dans la région de Thiès. Sur les 18 postes suivis, 11 sont excédentaires. Les 7 postes déficitaires n'ont pas impacté le comportement des cultures, selon le directeur régional du développement rural, Mamadou Sidibé. On a de manière générale un bon comportement des cultures. C'est vrai que cette situation découle du fait que pour ce qui est de la pluviométrie, sur les 18 postes que nous suivons, quand nous faisons une comparaison avec la normale saisonnière, c'est-à-dire la normale sur 30 ans, nous nous rendons compte que tous les 11 postes sont excédentaires. Maintenant, il y a 7 postes qui sont déficitaires, mais ce que nous avons surtout remarqué et que nous magnifions, c'est que ces 7 postes déficitaires, au niveau de ces zones-là, il n'y a pas eu d'impact négatif sur le comportement des cultures. Donc, ce qui veut dire que sur le plan général, on a eu une bonne répartition dans le temps et dans l'espace de la pluviométrie. Quand on prend le riz actuellement, il est au stade talage, le mil est au stade montaison, le sorgho également. Sa ramification pour le niébé et pour l'arachide, c'est le stade floraison que nous remarquons. Maintenant, pour le manioc, il faut prévoir que les plantations se poursuivent, même s'il y a une reprise des boutures de manière globale. Maintenant, sur le plan phytosanitaire, c'est vrai que les pauses que nous avons connues durant ces derniers jours ont favorisé un développement des ravageurs, notamment des chenilles d'Amsacta et des sauteriaux. Mais ce que nous saluons encore une fois, c'est la prompte réaction de la direction de la protection des végétaux qui nous a envoyé des unités de traitement. Et actuellement, l'une des unités est basée dans le Notto Gouye-Diama, dans le département de Tivaouane, tandis que l'autre intervient dans la zone de Parmi contre des sauteriaux essentiellement. Et à ce jour, on a autour de 435 hectares qui ont été traités de manière effective. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, à 18h passées de 27 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Forte angoisse des populations d'une partie du sud du pays après les fortes précipitations tombées hier sur Ziguinchor. Des quartiers comme Koloban Fass totalement envahis par les eaux offrent un décor pitoyable. Les populations livrées à elles-mêmes attendent miraculeusement l'aide des autorités pour s'extirper des eaux de pluie qui n'ont pas épargné le nord du pays où plusieurs quartiers sont restés inondés. Des syndicats d'enseignants s'opposent à l'attribution des premières classes de l'élémentaire du CI au C1 au maître titulaire du CAP. Il qualifie cet arrêté ministériel d'abus de pouvoir. Aucune concertation n'a eu lieu avec les acteurs de l'éducation à la base. Toujours éducation, les syndicats membres du G20 annoncent une série d'actions d'envergure pour sauvegarder la dignité des enseignants frustrés qui se disent victimes d'abus, de mépris et d'injustice face au système de rémunération disparate, le gel du prêt DMC et les questions de retraite entre autres. Et puis cette pandémie de Covid-19 au Sénégal qui n'a toujours pas dit son dernier mot. 108 nouvelles contaminations ont été notifiées ce jeudi avec 49 cas communautaires, 2 décès enregistrés en 24 heures et 43 patients en réanimation. On s'est également intéressé aux préparatifs de la Tamkharit à 2 jours de l'événement. L'actualité internationale et Info Éco ont complété cette édition mise en onde par Hassan Choun. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio. Tout de suite, votre chronique Sud Nutrition.